Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures et nous sommes sur Sud Radio. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on peut prendre du poids ou en perdre suivant les circonstances. Je dirais même suivant ce que nous vivons sentimentalement. Par exemple, lorsqu'on tombe follement amoureux, en général, on va plutôt maigrir. C'est peut-être de là que vient cette fameuse formule « on peut vivre d'amour et d'eau fraîche ». Autre phénomène reconnu par de nombreux thérapeutes, les femmes qui ont subi des attouchements ou des abus ont tendance à prendre énormément de poids, particulièrement au moment de l'adolescence. Eh bien, avec Stéphane Clerget, qui est mon invité aujourd'hui, on va parler de tout ça, de ces prises de poids, ces pertes de poids. Stéphane Clerget a une jolie expression pour ça, il appelle ça les kilos émotionnels. Et puis dans un instant, il va nous expliquer un peu mieux ce phénomène et puis surtout, il va vous aider à retrouver votre poids de forme. Alors n'hésitez pas à témoigner, que ce soit à cause d'un surpoids ou parce que vous avez du mal à grossir, parce que pour se sentir bien dans son corps, mieux vaut avoir le poids qui convient le mieux à notre silhouette. N'hésitez pas à venir témoigner et pour ça, bien sûr, vous nous appelez au 0826 300 300. Bonjour Stéphane Clerget. Bonjour Brigitte. Alors vous avez écrit en effet un livre qui s'appelait les kilos émotionnels, c'était en 2009, il est sorti en poche, c'est un livre que je recommande parce qu'il est vraiment formidable. D'abord, kilo émotionnel, ça n'a pas besoin d'explication. Oui, c'était la première fois qu'on utilisait cette formule et à la fois elle est très parlante puisqu'elle nous dit combien finalement nos émotions, et là aujourd'hui on parlera surtout, si j'ai bien compris, de nos émotions amoureuses, nos émotions en général impactent sur nos prises de poids, nous poussent à plus manger, à moins manger, mais nous poussent également à manger autrement. C'est-à-dire que certaines émotions vont nous pousser à manger plus de sucré ou plus de gras. Et puis, nos émotions agissent aussi sur notre physique. Certaines émotions nous paralysent, on est moins actif, on a moins de tonus. Et donc, évidemment, on va prendre du poids. Et puis, parfois, même si on mange comme d'habitude, eh bien, on peut grossir parce qu'on va stocker davantage, encore une fois, à cause ou grâce, si on est trop maigre, à nos émotions. Oui. Alors justement, la première question, puisqu'on parle d'émotion, est-ce que c'est plus un problème de féminin que de masculin, puisqu'on dit toujours que les femmes sont plus émotionnelles que les hommes? C'est intéressant votre question, parce que, en tout cas, chez les ados, c'est très net. Les maladies psychosomatiques, c'est-à-dire l'impact sur le corps des émotions, est bien plus fréquent chez les filles, en effet. Donc ça reste encore vrai aujourd'hui. C'est vrai que les femmes vont somatiser davantage, alors que les hommes vont évacuer leurs émotions davantage dans l'action. Et du coup vont, de ce point de vue-là, effectivement avoir peut-être moins de kilos émotionnels. Maintenant, ça c'est en règle générale. On va trouver aussi des hommes, mais c'est vrai que vous avez raison, c'est plus fréquent chez les femmes. Et le stress dans tout ça, puisque c'est... Alors le stress, maintenant, c'est bien démontré, ça a été bien étudié. On sait par l'intermédiaire de quelles hormones ça agit, notamment la cortisone. Eh bien, on sait que le stress chronique favorise des prises de poids, plutôt au niveau de l'abdomen d'ailleurs, chez les femmes, favorise aussi une inflammation de l'intestin et donc favorise aussi du stockage. On sait maintenant que ça agit également sur le cerveau et entraînant une espèce un peu de ralentissement. Bref, par différentes voies, le stress, c'est bien démontré, favorise les prises de poids. Alors pas le stress aigu, pas le stress avant un examen, là au contraire, ça coupe plutôt l'appétit, mais le stress chronique et notamment le stress professionnel, mais ça peut être aussi le stress conjugal, eh bien favorise la prise de poids, oui. Alors on sait aussi que les régimes finalement ne marchent pas vraiment parce que d'ailleurs à ce sujet je voulais parler de ce livre que j'ai reçu hier justement de Gabriel Perlemutter qui avait écrit d'ailleurs quelque chose de formidable sur notre troisième cerveau, l'intestin. Alors ça vient de sortir, comment protéger son foie pour vivre jusqu'à 100 ans et c'est aux éditions Flammarion. Voilà, on ne va pas le recevoir parce que c'est trop lié justement à des questions médicales et de régime, mais on sait l'importance du poids par rapport à notre santé, donc c'est une vraie question de santé publique finalement, cette question de kilos émotionnels. C'est vrai que les régimes, dans 90% des cas, au bout de 5 ans, on retrouve son poids d'origine ou beaucoup plus, quel que soit le type de régime, donc ça ne suffit pas. Un régime ne suffit pas si on ne fait pas un vrai travail sur soi.
pour régler les facteurs émotionnels aux prises de poids. Et c'est vrai que l'obésité est un problème de santé publique, vous l'avez dit. Malheureusement, ça ne cesse d'augmenter. Il paraît qu'il y aurait 45% d'obèses actuellement en France. Oui, C'est en énorme. tout cas de personnes en surcharge pondérale. Oui, c'est énorme. Parce que ça a des conséquences, vous l'avez dit, sur la tension, sur le cœur, ça favorise le diabète, enfin, Le foie. ça favorise, oui, ça abîme le foie, oui, la maladie du foie gras, j'imagine que mon confrère en parle dedans, qui est de plus en plus importante. Et puis sur les articulations, bref, ça. Et puis sur le cerveau aussi, ça favorise maintenant, on le sait, un peu l'Alzheimer, l'obésité chronique. Bref, c'est quelque chose qui peut être dangereux pour la santé, pour la qualité de vie et même pour l'espérance de vie. Alors évidemment, la question qu'on doit aborder aussi dans cette émission, c'est la question hormonale. Et c'est là où on voit que lorsque des femmes ont subi des agressions, généralement, il y a un dérèglement hormonal qui s'ensuit une prise de poids. Oui, alors ça fait partie des origines démontrées. Maintenant, il y a peut-être d'autres facteurs, mais vous avez raison. C'est aujourd'hui certains, le fait d'avoir subi comme ça des agressions sexuelles et notamment dans la petite enfance favorise le surpoids émotionnel. Alors oui, bien sûr, il y a des facteurs. Ça agit par l'intermédiaire des hormones, mais l'origine est émotionnelle. Parmi les modalités de compréhension, il y a l'idée que le surpoids sert à la fois de paravent, c'est-à-dire c'est aussi pour se protéger d'autrui. Oui, c'est une armure. C'est une armure. On enveloppe, si je puis dire, son corps par on l'enveloppe et on le rend à la fois moins désirable, mais aussi moins sensible. C'est un peu comme si, en prenant du poids, on ressentait moins les choses. Oui, donc c'est une fonction aussi antidépressive. Donc ça, c'est des prises de conscience qu'il faut avoir. Et puis après, comment faire, quoi. Et c'est peut-être ce qu'on va voir durant ces 2 heures. Mais voilà. Comme ça, déjà, qu'est-ce qu'on peut dire ? Il faut déjà donc prendre conscience. Oui. Et ensuite prendre conscience des origines émotionnelles, essayer de les repérer, à quel moment les choses ont commencé, quels sont les événements éventuellement traumatiques qu'on a pu subir. Essayer de dater en fait la prise de poids qui peut être progressive depuis l'enfance, mais qui peut avoir survenu par exemple après pourquoi pas un mariage. Donc repérer le mode de début et voir finalement ce qui a pu générer cette forme de mal-être, en tout cas ce mode de réponse physique. Et puis après, il y a beaucoup de choses à faire en travaillant évidemment sur les aliments, parce qu'il y a aussi des aliments qui nous font du bien, qui peuvent favoriser la prise de poids, en favorisant aussi évidemment tout ce qui est lié au bien-être, l'évacuation des émotions par la parole, par des activités artistiques, par des activités sportives. On parle beaucoup du sport, et le sport, oui, évidemment, ça brûle les calories, mais après, on a faim et on mange plus. Non, le sport peut faire du bien parce qu'il fait du bien au psychisme, parce qu'on se sent mieux dans sa peau, parce qu'à cette occasion, on rencontre des gens, parce qu'on s'occupe de soi. Donc oui, le sport, mais pas forcément pour brûler les calories. Le sport comme un vrai divertissement, comme un vrai moyen de bien-être. Et puis faire le ménage aussi dans ses relations. Les relations impactent énormément. Les relations toxiques font prendre du poids. Relations toxiques, mais étonnamment pas toujours. C'est-à-dire le fait, par exemple, c'est sympathique, avoir des amis en surpoids favorise le surpoids. Avoir des amis... mimétisme, désir mimétique. Le mimétisme. Alors, je ne vais pas vous dire de chasser tous vos amis en surpoids, mais disons de faire un travail un peu de groupe, se soutenir un peu. Aller faire du sport ensemble. Par exemple. Alors, autre point peut-être aussi, puis après on va donner la parole aux auditeurs, et notamment à Aurélie qui nous a déjà rejoint. On voit aussi chez les femmes, par exemple, dans des problèmes après des grossesses ou dans des situations comme ça qui ne sont pas très claires vis-à-vis de leur rôle de mère. Ça, c'est quelque chose aussi qu'on voit beaucoup. Oui, qu'on voit beaucoup et qui est malheureusement pas suffisamment étudié, parce que souvent les gens prennent du poids avec de la grossesse et l'obstétricien leur dit oui, c'est normal, on prend du poids avec la grossesse, d'accord, mais enfin 15 kilos, 20 kilos, et puis c'est en tout cas pas normal de ne pas les perdre. Donc il y a quelque chose. Et là aussi, il faut interroger les facteurs émotionnels. Le premier, c'est quand même la déprime. C'est-à-dire que c'est pas toujours facile de se retrouver avec un enfant, c'est un sacré changement de vie, et on dit non, ça va, moralement je suis bien, je suis content. Puis on n'ose pas dire qu'on n'est pas très bien parce qu'on a un enfant, tout le monde nous envie, et finalement c'est dur, et finalement cette déprime, tout bêtement, ça peut aussi faire grossir
Et ces hommes qui prennent du poids pendant que leur femme est enceinte? Oui, ça c'est mignon, oui, la couvade. C'est mignon certes, mais enfin c'est quand même étonnant. Oui, mais il faut vous dire que c'est sympathique. Oui, Ils sont en sûr. sympathie, c'est-à-dire qu'ils sont en telle fusion avec leur épouse qu'ils grossissent en même temps Vous qu'elle. êtes de parti pris, hein, Stéphane Clerget. Non, mais je sais qu'il y a des régions autrefois où justement on accompagnait les pères pour éviter qu'ils prennent trop de poids, parce qu'on disait que c'était peut-être dur à vivre aussi pour eux. Donc on les accompagnait comme on accompagne aujourd'hui les mères. Non, et puis évidemment, parfois on est mère, on n'arrive pas à associer, je pense que vous faisiez allusion à ça, on n'arrive pas à associer la maternité et la vie conjugale. C'est vrai que le fait d'être mère, des fois on n'arrive pas à être mère et femme, et donc prendre du poids, c'est aussi le refus parfois de son partenaire. De redevenir femme, bien sûr. Et bien donc sûr. il y a parfois un travail à faire là-dessus, des remaniements à opérer dans le couple. On veut bien rester femme, mais peut-être d'une autre manière, ou on veut peut-être changer la donne dans le couple. Et c'est pas évident parce qu'on n'a pas toujours conscience, mais c'est quelque chose auquel il faut réfléchir et parler avec son mari, quoi. Nouvelle forme de conjugalité. Eh bien, les kilos émotionnels, vous avez l'impression que vous en avez, eh bien, vous nous appelez, on va peut-être vous aider à m'écrire, en tout cas à comprendre. 0826 300 300, c'est Aurélie qui nous rejoint dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Stéphane Clerget, nous évoquons les kilos émotionnels. Et je crois que quelque part, on a tous, un moment ou un autre dans sa vie, pris un peu de poids ou perdu un peu de poids sans que ce soit forcément dû à notre vie. J'allais dire concrète, en tout cas factuelle. Hein. Oui. C'est souvent parce qu'on était un peu moins bien, on était un peu mieux. Et généralement, quand on va un peu mieux, on perdrait plutôt du poids. Quand on va pas bien, on en prendrait plutôt, non, Stéphane Clerget? Oui, Si on en veut règle généraliser. générale. Et à la fois, il y a des gens qui ont vraiment associé, qui ont une mère nourricière, une nounou nourricière, et qui ont vraiment associé le bien-être On se remplit. au fait de manger. Et j'ai un collègue qui est comme ça, quand il va très bien, il grossit parce qu'il est heureux, il mange. Chez lui, c'est plutôt bon signe. Bon, c'est casse-pied parce que pour faire du vélo et tout ça, c'est casse-pied, mais non, c'est pas toujours le cas. Mais c'est vrai qu'en règle générale, bon, disons qu'on a un poids de fort, mais c'est vrai que quand on va pas bien, souvent on grossit, sauf quand c'est vraiment des dépressions majeures. Et là, on peut perdre beaucoup de poids. Hein. Oui. Parfois des crises d'anxiété majeures aussi. J'ai vu quelqu'un aujourd'hui ayant perdu 7 kilos en 2 semaines, c'est énorme. Ah oui, c'est fou. Et c'est juste de l'angoisse, quoi. Ouais, ouais. Aurélie, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Stéphane. Bonjour. J'ai trop de choses à dire sur le sujet là. En écoutant l'introduction, je crois que tous les points abordés me parlent énormément. Allez-y, racontez-nous ce que vous avez envie de nous dire. Alors moi j'ai 20 ans de ma vie à vous raconter en quelques minutes et quand j'avais 20 ans justement j'ai pris beaucoup de poids parce que j'étais en couple depuis 5 ans. Je pense que je m'apprêtais à quitter mon partenaire et il s'avère. Donc vous êtes mis en couple à 15 ans, c'est ça? Voilà, mon amoureux du collège, c'est devenu le papa de mes premiers enfants. Depuis, on est séparés. Mais quand à 20 ans, j'ai commencé à remettre en question notre relation et que je n'ai pas pu le quitter parce qu'il a perdu sa maman et que c'était juste dans des conditions très compliquées et ma réflexion s'est complètement arrêtée. J'ai dit je ne peux pas le quitter quoi qu'il arrive. Donc je suis restée. On a aménagé ensemble. Je reconnais bien l'empathie féminine. Et là, du coup, c'est là que je me suis retrouvée souvent toute seule dans un appartement vide. Et il fallait remplir cette solitude et la frustration peut-être de ne pas avoir fait ce que je devais faire. Mais après tout ça, c'est très inconscient. Donc, je me suis réfugiée dans la nourriture. Je pense que j'ai pris de mémoire, je crois que j'avais pris 15 kilos en 9 mois. Ouais. Une grossesse, quoi. Ouais. Mais quelque part, est-ce qu'on pourrait pas dire, Stéphane Clerget, que Aurélie a materné son compagnon? C'est peut-être ça l'idée, oui. Vous avez raison. Et oui, peut-être, effectivement. Sauf que après, il y a eu 2 bébés qui sont arrivés. Et puis quand je suis arrivée à 28 ans, il m'a quittée. Je me suis retrouvée, je dépassais les 100 kilos. Voilà, il y a même un moment donné, on arrête de se peser. De mon plus grand souvenir, j'approchais les 120 kilos. Avec des régimes, avec l'incapacité de perdre du poids, pour la simple et bonne raison, parce qu'après j'ai fait quand même une thérapie, j'ai fait un accompagnement, que je n'avais plus le sentiment de satiété, j'avais juste un besoin de remplir
tout le vide qu'il y avait autour de moi. Voilà. Et quand ça ne va pas, on remplit. Voilà. Mais donc 120 kilos, c'est en effet énorme. Hein. Ouais. Mais vous mangiez énormément ou pas tant que ça? Non, je mangeais beaucoup, je mangeais mal, je mangeais beaucoup, mais je mangeais pas en dehors des repas. Mais en fait, je ne sentais plus quand mon ventre était plein. L'information, il n'y avait plus de communication entre mon estomac et mon cerveau. Voilà, entre mes deux cerveaux, ça ne communiquait plus. J'ai consulté pour pouvoir avoir des aides et on est arrivé donc en 2016 à l'acceptation de pouvoir me faire opérer. Donc j'ai fait une sleeve. On m'a enlevé un morceau d'estomac parce qu'en fait il était trop gros, tout simplement. Tout doucement. Parce qu'en fait, ce qui est terrible dans les cas comme Aurélie, c'est que le corps s'organise pour arriver à masser, si je puis dire, tout ce surpoids. Oui. Oui, et effectivement, après, il n'y a plus, comme l'a dit Aurélie, il n'y a plus d'autocontrôle. C'est-à-dire que le sentiment de satiété n'existe plus. Donc ça tourne en roue libre et ça peut ne jamais s'arrêter. Là, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a eu un sentiment de vide, peut-être dépressif. Hein, et c'est vrai que la nourriture a une fonction antidépressive. Et quand on commence à manger sans faim, c'est que là, on est vraiment... Là, on est dans une addiction, de toute façon. Une forme de dépendance alimentaire pour ne pas sombrer. Mais après, plus on grossit, plus on est déprimé. Donc, c'est un cercle vicieux. Et parfois, effectivement, l'opération est un moyen de couper court, si j'ose dire, à ça. Et il a fallu absolument, mais il faut quand même rester tout le temps très vigilant parce que, comme vous dites, c'est une addiction et ça peut revenir à n'importe quel moment. Et là encore, je le sens aujourd'hui, quand je vais pas bien ou un coup de fatigue, pas plus tard qu'avant-hier soir, très très fatiguée, pas dormi à cause du bébé. Oh là là, une envie de manger. Envie, comme si c'était quelque chose qui réconforte, quoi. Donc j'imagine que parallèlement à l'opération, vous avez suivi une thérapie pour justement... Oui. Parce que je crois que ça, c'est important à dire. Puis même, c'est obligatoire. C'est obligatoire, très bien. Oui, enfin, moi, dans le cursus que j'ai mené, j'avais déjà ma thérapeute. Et puis, quand je suis allée dans la clinique où j'ai eu mon opération, il y avait tout un bilan pour être sûr que c'est pas là un problème de thyroïde. On a fait un bilan, l'apnée du sommeil, pour le cœur, enfin, tout. Puis un thérapeute, voilà. Pour être sûr aussi que, une fois que j'ai mon opération, que je refasse pas n'importe quoi, parce que l'estomac n'est qu'un muscle. Et donc, on peut très bien le refaire grossir. Aujourd'hui, il est revenu à une taille normale d'une personne de mon âge, en fait. Il a regrossi un peu plus par rapport à l'opération, mais il est normal aujourd'hui. Alors, il y a plusieurs questions que j'ai envie de vous poser, Aurélie. Peut-être on a envie de savoir aujourd'hui quel poids vous avez. On a envie de comprendre aussi, parce que si j'ai bien compris, vous êtes à nouveau maman d'un bébé, donc il y a quelque chose aussi peut-être par rapport à la mère qui serait intéressant à comprendre. Restez avec nous, on vous retrouve tout de suite après la pause. Stéphane Clerget, nous évoquons les kilos émotionnels et dans un instant on donnera la parole à notre Sexy News Soisic Belin, mais d'abord Aurélie, on a envie de savoir quel poids vous faites aujourd'hui, hein, Stéphane Clerget. Ah oui. Alors aujourd'hui je suis à 72 kilos 300. Ah oui, 300. Et je les compte. Mais non, mais je les compte beaucoup parce qu'en fait, dans 15 jours, j'arrive à la fin de tout mon processus de mon opération puisque j'arrive à ma reconstruction physique de mon ventre. Puisque après une telle perte de pois... Oui, 50 kilos quand même. Voilà. C'est ce que j'ai pris conscience, c'est ce dont j'ai pris conscience tout à l'heure en parlant à mon conjoint. Je dis, mais en fait, depuis le début de mon histoire avec mon poids, mais j'ai perdu l'équivalent de ta mère, c'est un truc de fou. C'est quand on le quantifie, c'est dingue. Et en fait, quand je l'ai rencontré, j'ai rencontré mon conjoint il y a 4 ans et demi, et j'étais déjà dans l'optique que j'avais déjà perdu pas mal de kilos, j'étais à 35 kilos, et je savais que la chirurgie plastique allait être obligatoire. Et j'avais pas prévu de tomber amoureuse et tout ça, et ça allait arriver vite. Et bon, heureusement, je suis tombée amoureuse, j'ai fait 2 bébés à 15 mois d'intervalle. Mais par contre, le jour où j'ai accouché de mon dernier, au mois de juin, je savais que la machine allait se mettre en route. Il fallait que je perde du poids pour pouvoir me faire opérer. Parce que le chirurgien ne prend pas des risques non plus avec une anesthésie, il faut avoir une IMC quand même assez bas et que justement pour se faire opérer donc du ventre, c'est une abdominoplastie, donc on m'enlève toute la peau qui pend
et on tire sur celle qui reste pour avoir enlevé l'excédent de peau, quoi. C'est trop étiré avec la perte de poids. Combien d'enfants vous avez alors finalement aujourd'hui? Au total, j'en ai 4. C'est ça, oui. Deux Voilà. avec l'ex et 2... Voilà, c'est ça. Et les 2 derniers sont très rapprochés, ils ont 15 mois d'écart, mais c'est aussi pour ça, c'était parce que je voulais, parce que j'allais approcher des 40 ans, mais aussi mon projet de prendre soin de mon corps, voilà, était là. Il fallait que j'arrive à la fin de tout ça. Mais le chirurgien m'a dit, moi je vous opère que si vous arrivez à 70, 72 kilos. Et donc il reste 300 grammes à perdre. Voilà, c'est ça. Et en fait, depuis le 1er juillet, j'ai accouché le 13 juin. Je m'étais laissé 15 jours pour me remettre sur pied. Mais je savais que le 1er juillet, c'était à fond dans mon objectif de ne pas être au régime, mais d'être dans une hygiène de vie qui allait être plutôt irréprochable. Et que tous les kilos que j'allais perdre, c'était moi. Parce que j'ai un peu le sentiment d'être mal jugée, de dire oui, elle s'est fait opérer, c'est facile de perdre du poids comme ça, nani, nana. Enfin voilà. On me l'a jamais dit, mais j'ai le sentiment qu'on pourrait me juger comme ça. Et depuis le 1er juillet, j'ai perdu 17 kilos toute seule. C'est pas, voilà, c'est ma Oui, mais façon ça, de manger c'est votre vision de vous avec vous-même. Oui. On est bien d'accord. Mais moi, j'ai quand même envie de comprendre quel est votre rapport à votre mère, parce qu'on a l'impression que dans votre parcours, l'arrivée des enfants n'est pas complètement anodine. Avec ma mère, en tout cas, j'ai toujours, je voulais toujours faire en sorte de ne pas lui ressembler physiquement, et en fait, c'est tout le contraire. Hein. Voilà. Au niveau de la corpulence. Vous voulez dire que votre maman a tendance à être en surpoids aussi? Oui. 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 Quand j'étais petite, elle faisait des épisodes de dépression qui faisaient qu'elle perdait beaucoup de poids. Mais de mon souvenir d'adolescente à adulte, ma mère aujourd'hui est obèse. Hein. Voilà. Oui. C'est vrai que quand on a associé la maternité au surpoids, parce qu'on a eu une maman qui était en surpoids, c'est sûr que ça favorise, je dis pas que c'est systématique, mais ça favorise les prises de poids quand on devient soi-même mère. C'est terrible, même si on veut se détacher, il y a un mimétisme qui s'opère. Bon, par ailleurs, il peut y avoir des facteurs héréditaires aussi. Certainement. Mais moi, je vois la dernière grossesse que j'ai eue, je n'ai pris que 8 kilos. Oui, mais Aurélie, je crois qu'il y a une chose, enfin moi, j'essaye comme ça juste d'analyser pour ceux qui écoutent, et vous me direz si je me trompe totalement ou si en effet c'est un peu ça. On peut imaginer que vous étiez franchement mal avec votre premier conjoint, puisque vous vouliez le quitter, etc. Oui. Malgré tout, vous vous retrouvez avec 2 enfants. Donc, pas bien psychiquement, et puis rapport à la mère, donc là vous prenez énormément de poids à cause de ces 2 éléments qui s'entrechoquent, si je puis dire. Et puis grâce à cette deuxième rencontre où vous êtes amoureuse et où visiblement c'est un homme bien pour vous, et vos enfants qui arrivent, à ce moment-là vous devenez la mère que vous avez envie de devenir, et vous arrivez à retrouver un poids un peu plus qui correspond un peu plus à ce que vous désirez. Ça vous semble cohérent comme analyse? Ça me semble tout à fait cohérent, et en plus, et je le disais encore aujourd'hui, c'est que le fait d'être bien, d'être à l'aise avec moi et mon corps, ma perte de poids en ce moment, elle est juste absolument folle, et j'ai l'impression que mon corps il me dit tu vois Aurélie, tu vas bien, je vais t'aider et on va y aller ensemble, quoi. Alors que jusqu'à maintenant il y avait une certaine dualité entre lui et moi, on n'était pas hyper potes, et là aujourd'hui il m'aide. J'ai beau faire 2-3 écarts, non, il n'a pas envie de prendre plus de poids, il est cool, quoi. Ah oui, c'est comme si vous étiez réapproprié votre corps. Ah mais voilà, c'est moi. Là, je suis dans la maîtrise de ma perte de poids ou ma prise de poids, et le fait que je le prive pas non plus, il stocke pas, voilà. Je mange comme il faut manger. En fait, j'ai pas fait de régime, je mange. Il faut manger quand il faut le manger. J'ai adopté alors le jeûne intermittent, mais voilà, à part ça, il se passe rien. Le jeûne intermittent qui consiste à sauter un repas, c'est bien ça. En je gros, mange pas ça, le soir. Oui, voilà, on reste 16 heures sans manger, donc soit le petit déjeuner, soit le dîner. Qui est un très bon moyen d'ailleurs de rééquilibrer son organisme et de laisser un petit peu en paix ses organes, comme on dit. Oui, effectivement, les mettre au repos. Après, il faut le supporter, chacun sa méthode en fonction de ce qu'il supporte bien, mais c'est vrai que c'est un bon moyen à la fois de reposer ses organes, comme vous dites, et de se mettre
de perdre du poids, quoi. Mais quand vous dites réapproprier votre poids, votre corps, est-ce que c'est parce qu'avant c'était pas vraiment votre corps, c'était encore le corps de votre mère, ça lui appartenait Non, encore un peu? c'était ces pulsions alimentaires qui commandaient tout, qui étaient juste ingérables. Je ne pouvais pas le gérer, ça. Alors qu'aujourd'hui, quand je sens que j'ai envie de manger, je suis en pleine conscience de me dire, t'as pas faim, t'as envie de faire quelque chose, mais c'est pas de la faim. Et du coup, tu bois un grand verre d'eau, ou voilà, ça va passer. Voilà, je sais que ça va passer. Mais c'est vrai que pour perdre du poids, il vaut mieux faire alliance avec son corps que le combattre. Faut pas vivre ça comme une guerre. Faut surtout pas se dire la guerre au kilo et tout ça, parce que ça se termine par la guerre contre son corps. Donc, De toute façon, on sait qu'il faut jamais être contre soi. oui. Ça provoque toujours une déferlante. C'est toujours. C'est vrai. Il y a assez de monde contre soi, contre nous. Oui. Merci en tout cas Aurélie de ce témoignage qui évidemment illustre parfaitement le sujet du jour, les kilos émotionnels. Merci beaucoup Aurélie et continuez, vous êtes sur la bonne voie. Merci. Merci à vous. Soisic Belin, bonjour. Bonjour. Alors, il y a quelques semaines, on m'a littéralement mis ce livre entre les mains et je dis merci Claire Vanzon. 125 et des milliers, un ouvrage collectif pensé et conçu par Sarah Barouk, réalisatrice et romancière. Alors, je vous avais récemment chroniqué un livre sur les violences conjugales qui donnait la parole aux hommes. Ici, ce sont les femmes qui parlent, plus précisément, ce sont 125 personnalités qui ont écrit sur 125 victimes de violences conjugales, 125 femmes tombées sous les coups des hommes de leur entourage. La plupart du temps, ces hommes sont les conjoints. Le livre commence par un constat chiffré qui vous explique le choix du titre. En France, une femme est tuée par son partenaire tous les 2,5 jours, ce qui fait un total en moyenne de 125 meurtres par année. Donc 125 et des milliers. Des chiffres, il y en a d'autres qui répertorient la manière dont ces femmes ont été tuées. 30% par arme blanche, 28% par arme à feu, 18% étouffées, 10% battues à mort, 3% brûlées vives et pour les 11% restantes, il y a des noyades, certaines sont défenestrées ou torturées à mort. Alors maintenant que je vous ai donné ces chiffres, vous êtes marqués, ça nous touche tous forcément, c'est affreux comme constat, mais comment réagir? Alors généralement on prend l'info, on la digère et on continue notre journée, on ne peut pas faire autrement. Avec cet ouvrage, Sarah redonne à ces femmes objet de données statistiques, de la chair, du corps, de la vie. Elle leur offre l'éternité en quelque sorte, elle humanise ce combat. Ces autrices, donc, ces personnalités qui ont accepté de raconter les histoires de ces femmes, les font sortir de leur anonymat et replacent les victimes au centre même de leur histoire. Il y a Titiou Lecoq, Claire Tran, Andrea Bescon, Olivia Ruiz, pour ne citer qu'elles. J'ai échangé avec Sarah Barouk, qui distille sur 13 chapitres tout au long de cet ouvrage son histoire à elle, celle d'une femme violentée, apeurée, statufiée, d'une femme sensible, mais aussi d'une femme forte, parce que contrairement à l'image que l'on se fait de la femme battue, il en faut du courage, de la résistance pour maintenir ces gymnastiques de l'esprit qui vous permettent de tenir mais aussi de continuer à subir. Question inévitable donc, pourquoi avoir décidé d'écrire ce livre à plusieurs mains en convoquant 125 autrices? Au départ, je voulais écrire les 125 portraits toute seule et très vite, je me suis dit que ce serait injuste en fait pour les victimes parce que je serais incapable de me réinventer sur 125 portraits. Je voulais vraiment qu'elles aient chacune une singularité, une unicité, ce que la société leur enlève en fait dans la façon dont on parle d'elles. Je voulais que ce soit dans ce livre absolument. Et la seule manière de parvenir à cela, c'était de créer un miroir en leur accordant à chacune une ambassadrice qui les défendrait corps et âme. Ce qui m'a frappé, au-delà des textes qui m'ont réellement fait verser des larmes par leur puissance et leur réalité, c'est le constat fait par Sarah. Lorsqu'elle évoque le phénomène du continuum des violences, je lui ai demandé quelle était la part des femmes, selon elle, dans ce statisme face à ces violences. Je parle du continuum des violences parce qu'en réalité, les féminicides et les violences faites aux femmes ont cette particularité d'être à la fois un problème de l'intime et à la fois un problème de société qui ne peut se résoudre qu'à travers l'égalité entre les hommes et les femmes et pas uniquement l'égalité des droits. Et à ce niveau-là, les femmes ont une responsabilité parce que derrière chaque homme violent, il y a une maman qui a véhiculé de façon consciente ou inconsciente un schéma, des valeurs qui ont forgé la mentalité de ce futur homme violent. Donc on a tous et toutes un rôle à jouer pour les générations futures déjà et peut-être pour rééduquer les générations actuelles. Et puis
Ce livre qui est au-delà d'être un ouvrage, c'est un plaidoyer. Quelle est la suite pour cet ouvrage poignant ? 125 et des milliers, c'est bien sûr l'aboutissement et à la fois le début de quelque chose. Il y a déjà le tome 2 qui est en cours d'écriture sur une tentative de compréhension de ce qui se joue dans les mentalités masculines et comment les aider en fait à évoluer. Comment aider les mamans à éduquer des petits garçons. Il y a aussi un documentaire qui va être diffusé par Canal+, dont on a commencé le tournage sur ce livre, son impact, mais aussi ce qu'il va permettre de générer comme action. Et tout un tas, justement, d'actions concrètes et pragmatiques pour aider et épauler les femmes, les familles en pleine difficulté. Par exemple, on est en train de créer avec la marque Rive Droite un sac pour fuir muni d'un QR code avec toutes les informations nécessaires à l'intérieur pour partir en toute sécurité. Parce que finalement, l'acte de partir, c'est souvent le plus difficile. Il y a la peur qui paralyse sur le moment et l'angoisse de l'après. Partir, c'est bousculer son quotidien. Même un quotidien violent, c'est se reconstruire aussi. C'est réaliser que l'on est cette femme violentée, que ce n'est plus l'autre dont on a entendu parler. Partir, c'est parfois une urgence parce qu'il y a la question des enfants. Mais partir, parfois, c'est aussi se demander pour aller où ? Et c'est lancer la machine judiciaire, une machine lourde, mal huilée, douloureuse et triste. Alors 125 et des milliers, je vous le recommande, c'est aux éditions HarperCollins France et les bénéfices de cet ouvrage seront reversés à l'Union nationale des familles de féminicides. Bon, il y aurait tellement de choses à dire sur ce sujet, oui. Évidemment, parce que bon, bien sûr les mères, mais il y a parfois aussi un père qui était déjà violent. Enfin, il y a tellement de choses à dire que. Oui, mais c'est vrai que l'éducation des enfants, et moi je suis pour la prévention au maximum. Bien sûr, mais évidemment. La prévention du crime, la prévention de la violence. Et c'est vrai que l'enfant, le garçon notamment, vis-à-vis de sa mère, il est important aussi qu'il apprenne des limites, que sa mère ne lui appartient pas, qu'il ne doit pas dormir avec elle jusqu'à 10 ans, on ne prend pas son bain avec sa mère, la mère ne lui appartient pas, et la mère n'est pas son jouet. Et puis les hommes qui tuent, c'est aussi des hommes qui pensent ne pouvoir que tuer. La femme sait qu'elle peut donner la vie, l'homme est parfois frustré de ça. Et alors du coup, il veut un pouvoir équivalent et il faut apprendre aux garçons à créer d'une manière un peu générale, déjà à l'impliquer dans sa paternité. Quand ils se sont impliqués dans la paternité, ils se sentent plus créateurs et développer avec ces enfants et ces garçons en particulier leur pouvoir de création pour qu'ils ne se sentent pas... Et d'ailleurs, là où vous avez raison, c'est que très souvent, la violence survient lorsque la femme devient mère. Et ça montre bien à quel point c'est encore une fois un rapport à l'image de la mère qui pose problème. Tout d'un coup, ils se sont à nouveau impuissants, si je puis dire, et il devient violent. Enfin, il y a tellement de choses, tellement de choses à dire. Bien sûr. Mais ce qui est le plus, j'allais presque dire inquiétant, parce que la société prend quand même conscience, et il y a quand même des choses qui avancent, et puis on en parle, etc. On parle beaucoup. Mais depuis 20 ans, le nombre de féminicides ne diminue pas. Non. Et c'est ça que je trouve quand même un petit peu inquiétant. Après, il y en avait peut-être plus avant encore, mais on n'en parlait pas. C'est possible, c'est possible. Et puis, moi, ce que j'aurais bien aimé savoir, mais pour l'instant, il n'y a aucune enquête qui le prouve, c'est le nombre de meurtres, ça n'excuse rien évidemment, qui sont dus par accident et ceux qui sont réellement prémédités. Je pense que c'est aussi là quelque chose qui est intéressant à analyser. Mais bon, je pense que dans les chiffres, même si quand on est morte, on est morte. Mais non, pour le travail de prévention. 28% par arme à feu, a priori en France. Bon, quand on a une arme, c'est qu'on souhaite s'en servir. On n'en a pas par hasard dans son tiroir. Ou on est chasseur, oui, effectivement. Étouffé, bon, effectivement, ça peut être sur le coup de la colère. L'arme blanche, battue à mort, brûlée vive quand même. Ah non, mais attendez, je suis pas en train de justifier quoi que ce soit. Ce que je veux dire, c'est que j'imagine que brûler vive, dans mon esprit, c'est qu'il y a une préméditation. C'est comme cette femme qu'on a retrouvée il n'y a pas si longtemps au but de Chaumont, qui a été découpée par son... Oui, non, mais là, on a affaire à des malades. Ça va même au-delà. Enfin, je veux dire... Là, bon. Non, et puis, par ailleurs, il peut y avoir des féminicides cachés par des accidents. Accident de voiture ou autre, enfin des choses qu'on n'a pas repérées comme féminicides. Mais... Accident de cheval. Oui, accident de chasse. Par hasard. Bref, en tout cas. Le livre est vraiment passionnant. Enfin, il est touchant, il est vraiment...
Je vous le conseille. Vous l'avez très bien vendu, Swazik Belin, je vous rassure. Comme toujours, vous faites un travail de journaliste formidable. Merci beaucoup. On va faire une petite pause. On va revenir avec Delphine et les kilos émotionnels. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Stéphane Clerget est avec nous. Vous êtes pédopsychiatre. Vous travaillez aussi beaucoup sur les questions de poids et vous appelez ça à très juste titre d'ailleurs les kilos émotionnels. C'est un livre qu'on peut trouver chez Albin Michel en poche si le sujet vous intéresse. Et on retrouve Delphine maintenant. Bonjour Delphine. Oui, bonjour Brigitte, bonjour docteur. Bonjour. J'ai pris beaucoup de poids et je pense que je fais partie des kilos émotionnels. Il y a des chances, oui. Alors, à quel moment vous avez pris vous les avez toujours, ces kilos? Oui, malheureusement, oui. D'accord. Je suis décidée à les perdre, mais c'est beaucoup plus difficile qu'avant de perdre du poids. Parce qu'à l'âge, je pense, ce qui joue, la ménopause. Et peut-être plus ils sont ancrés, si je puis dire, plus c'est difficile de les perdre, non Oui, Stéphane bien sûr, Clerget. c'est comme tout, mais c'est pas impossible, c'est jamais impossible. Et même le cerveau peut continuer d'évoluer, se remanier, donc le corps peut tout à fait se remanier, il faut juste accepter une nouvelle image de soi, et c'est vrai que la ménopause, ça fait grossir pour des raisons physiologiques, bien sûr, hormonales, on le sait tous, mais aussi pour des raisons émotionnelles. C'est vrai que c'est compliqué de renoncer à ce qui faisait de nous une jeune femme. Donc c'est un moment un peu difficile, mais à la fois, ça peut aussi être vécu comme le début de quelque chose et d'une nouvelle vie. Et du coup, d'un nouveau corps. Le second printemps, c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est joli, ça. C'est joli, ça, le second printemps. Oui. Mais j'ai pris ces kilos avant la ménopause, en fait. Et à cause de quoi, vous le savez? Un divorce difficile, la garde de mes enfants, où j'ai été séparée de mes enfants. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à prendre du poids. Oui. Pour moi, le fait de ne pas avoir mes enfants au quotidien, ça a été très dur. Et la seule façon pour moi de tenir à cette époque-là, c'était de manger du sucre. Mm-hmm. Tout ce qui était sucré, quoi. Je tenais grâce à ça. Et en fait, au début, ça va lentement. La prise de poids était lente. Et puis, en fait, ça a continué. En fait, j'ai toujours pris... C'est-à-dire qu'au début, vous n'êtes pas réellement... Je ne me suis pas inquiétée. Oui, oui. Je ne suis pas inquiétée parce que quand je prenais un peu de poids, je me dis, bon, allez, je faisais attention 2-3 semaines et je le perdais. Mais là, non. Là, non. Tout le poids que j'ai pris, j'ai continué, en fait, à en prendre. Et après, même en faisant attention, je ne le perdais pas. C'est-à-dire que même si je faisais attention, que je mangeais moins, que je supprimais le sucre, il n'y a rien qui bouge, quoi. Et toujours la question qu'on peut se poser, et je ne sais pas si vous avez la réponse, Delphine, ou si Stéphane l'a, c'est est-ce que vous avez pris du poids parce que vous avez mangé plus de sucre et que finalement les kilos que vous avez en plus, ils sont dus à un surplus de nourriture, ou est-ce qu'il y a aussi un surpoids dû à un état peut-être un peu dépressif Ah oui. Moi, je pense que oui. Je pense que le divorce était difficile. Après, j'ai fait 50 procédures en justice on se disputait pour la garde des enfants. Plus, j'avais refait ma vie, j'avais un conjoint, enfin mon mari actuel. Ça n'a pas aidé. Son ex-femme s'en est mêlée. Donc, il y avait beaucoup de choses qui venaient... nuire notre vie, quoi, notre couple, notre amour. Et de son côté à lui, à mon mari, je ne pouvais rien faire. C'est-à-dire que mon mari disait laisse, moi je gère, ça me regarde. Donc toutes les attaques de son ex-femme, parce qu'elle rentrait carrément dans ma vie. Elle est partie en vacances avec mon ex-mari. Elle a invité ma fille aînée en vacances chez elle. Ma fille aînée de ce coup-là venait pas chez moi. Donc c'était toutes des petites souffrances, des attaques qui me faisaient énormément souffrir, où je ne pouvais pas me défendre. Parce que, voilà, j'ai essayé de me défendre, mais je ne pouvais pas me défendre pleinement par rapport à mon mari. C'est vrai que les ruptures amoureuses et les divorces, c'est un des facteurs de stress
les plus importants avec le deuil. Hein. Donc quand c'est en plus sur plusieurs années comme c'est votre cas, c'est évidemment terrible. Alors tout le monde ne va pas forcément prendre du poids, mais en tout cas si on a tendance quand on est stressé ou triste à prendre du poids, c'est une cause de prise de poids importante. D'où la nécessité dans ces cas-là le plus possible de remettre les choses entre les mains d'avocats, hein, pour justement se décharger émotionnellement. Alors Brigitte, je ne vais pas être d'accord avec vous, moi les avocats, Vous êtes mal tombé. Ah oui. Il fallait peut-être en changer, j'en sais rien. Oui, j'ai changé. Alors le problème, c'est que quand on est naïf, comme je l'ai été il y a de ça 15 ans, je faisais entièrement confiance à la justice. Et quand je dis, si vous avez un ex un peu pervers, de toute façon, il arrive à être plus malin souvent que les avocats, et c'est là où en effet... Les avocats se connaissent. Hein. Moi, j'étais au barreau de Lille. Mon avocate, quand je suis arrivée pour l'audience, elle parle avec l'avocate de mon ex-mari, ils se sourient, ils se tutoient, ils se connaissent. Oui, mais ça laisse à penser, en effet, que votre ex, en bon pervers qu'il est, a réussi à ce que votre avocate soit plus ou moins quelqu'un qui est en lien avec le sien. Vous voyez ce que je veux dire? Encore une fois, je ne suis pas en train de vous accuser de quoi que ce soit, Delphine. Je dis juste que vous êtes tombée en effet dans une situation la pire, c'est-à-dire que quand on est en train d'essayer de divorcer avec quelqu'un de pervers, de toute façon, il faut sacrément s'armer pour arriver à s'en sortir. Moi, j'avais pris une avocate, la première que j'avais prise, c'était par rapport à mes revenus, donc j'avais droit à l'aide juridictionnelle, qui était très gentille et qui m'avait dit « Oh, l'avocate de votre ex-mari, je pense qu'elle respecte la famille, les enfants. » Parce que moi, je voulais pas qu'on touche à mes enfants. Il était hors de question qu'on fasse auditionner mes enfants, je voulais les préserver. Bon, en fait, mon ex-mari n'a pas, lui, il n'a pas du tout respecté ça. Et c'est vrai que j'ai accepté beaucoup de choses. Oui, mais c'est là où on voit, encore une fois, je vois bien toute la souffrance que ça a provoqué, et tous ces kilos dus à cette souffrance émotionnelle, mais on voit bien, encore une fois, que là, on a quelque chose qui est tellement difficile à vivre qu'on compense et qu'on prend du poids, et je pense qu'aujourd'hui, si vous voulez les perdre, il est peut-être intéressant de retravailler toute cette période-là avec un thérapeute pour justement vous libérer, si je puis dire, pour digérer même, j'oserais dire, cette période de votre vie où vous avez été manipulé et été dans une souffrance qu'on peut bien imaginer. Peut-être que le docteur va pouvoir j'ai vu une nutritionniste qui m'a dit en fait tous ces kilos, c'était des kilos de protection. Voilà, mais aujourd'hui vous n'en avez plus besoin. Donc vous allez pouvoir vous en départir. Vous avez beaucoup parlé de prendre du sucre, de prendre du poids. L'idée, ça serait aujourd'hui d'essayer de prendre autre chose à la place. Plutôt que vous préoccuper de savoir qu'est-ce que je dois réduire, vous ne vous préoccupez pas de ce que vous mangez. Bon, vous écoutez un peu la diététicienne, bien sûr, vous ne mangez pas entre les repas. Mais c'est surtout tout ce que vous allez faire en dehors des repas pour vous. Et c'est ça qui va vous aider à perdre du poids et à avoir moins faim sans forcément que vous fassiez d'efforts. Donc l'idée de tout ce à quoi vous avez renoncé quand vous étiez en couple, ce à quoi vous avez dû renoncer quand vous étiez adolescente parce que c'était pas possible, ce à quoi peut-être enfant vous avez dû renoncer. Et là, à l'occasion de ce deuxième printemps, comme le dit Brigitte, l'idée c'est de faire vraiment le point sur ce que vous souhaitez, ce que vous aimez, ce que vous désirez, bon, ce qui est accessible évidemment hein, pour vous, mais d'aller vraiment vers tout ce que vous aimez dans la vie. Et c'est en faisant ces choses-là que vous allez du coup moins stresser, avoir besoin de moins prendre de substituts et moins besoin de vous protéger. Donc vraiment vous remplir de choses qui fondent de bien-être. Merci en tout cas Delphine de votre témoignage. On va continuer après les infos. Vous aussi vous pouvez nous rejoindre au 0826 300 300. La petite devinette avant les infos. Quel est le point commun entre un gâteau trop cuit, puisqu'on parle de nourriture, et une femme enceinte? On se retrouve après les infos. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est avec Stéphane Clerget que nous abordons la question des kilos émotionnels. J'ai l'impression qu'on va surtout avoir des femmes, mais les hommes sont évidemment les bienvenus parce que eux aussi sont parfois sujets aux kilos émotionnels. Hein, oui, ça peut arriver, c'est vrai, mais c'est quand même moins fréquent. Mais on en voit. Mais même chez les enfants, vous savez, on parle beaucoup des adultes. Un jour, il faudrait peut-être qu'on fasse une émission sur les kilos émotionnels des enfants parce que ça existe aussi. Et les raisons sont les mêmes que pour les adultes à peu près. Oui, sont assez semblables. L'avantage, c'est que ça disparaît beaucoup plus vite.
Oui, évidemment. Alors, la réponse à ma devinette, quel est le point commun entre un gâteau trop cuit et une femme enceinte? Je n'ai vraiment aucune idée. Ben, dans les deux cas, on la partirait assez vite. Hein. C'est tout. Ben oui. Il me semble que la réponse était facile à trouver, hein, Stéphane Clerget. Je manque d'imagination. Ça doit être ça. Bonjour Nathalie. Bonjour Brigitte, bonjour Stéphane. Bonjour. Merci d'être avec nous Nathalie. Alors vous avez pris du poids justement quand vous étiez assez jeune, hein, Nathalie? Oui, c'est ça. J'ai jamais eu de poids quand j'étais jeune. Hein. J'étais toute mince, filiforme, toute jolie. Et vers 12-13 ans, il y a eu un premier choc émotionnel. J'ai dû aller en pension. Et donc là, je commençais à prendre du poids avec l'adolescence, etc. Et ensuite, il y a eu le regard vraiment pas valorisant, loin de là, de mes parents, les deux, hein, qui me dénigraient. Et en fait, ça a pris des proportions assez complexes parce que je me sentais moche alors que je suis vraiment une très jolie femme. Et surtout, j'ai même eu un accident de vélo. Je me suis cassé le nez volontairement. Je suis rentrée dans un mur. Je ne sais pas pourquoi. Je me sentais tellement nulle en dehors de la famille que après, depuis, j'ai toujours eu des problèmes de poids. Enfin, la peur d'être grosse alors que je le suis pas. Et dès que je mange normalement dans une journée les 3 repas, je culpabilise. En principe, pour être filiforme, je dois manger un repas complet que dans une semaine. Voilà, j'attends d'avoir faim en principe. Donc c'est mon rythme, c'est ça. J'attends aujourd'hui d'avoir faim avant de manger. Je fais pas 3 repas normaux, sinon je culpabilise. Oui, donc on voit bien le poids encore de ce que vous a inculqué vos parents quand vous aviez un petit peu grossi en pension, hein, si je comprends bien. C'est ça, et dès que je mange, je me sens coupable. Et la culpabilité, on le sait aujourd'hui, favorise l'appétence, et la prise de poids, malheureusement. D'accord. Ah, d'accord. Donc je crois que là, ça nécessite peut-être un petit travail. Vous en avez parlé déjà à quelqu'un, Nathalie? Oui. Mais oui, mais ça change pas. Ça change rien, non. Mais tant pis, j'ai décidé de vivre avec. Et de faire un deuil du regard valorisant des parents. Je ne sais pas pourquoi ils ont fonctionné comme ça. Bon, peut-être qu'eux aussi, ils avaient leur schéma. Ils n'ont pas été valorisés, je sais pas. Mais donc du coup, je vis avec ça. Mais c'est ennuyeux parce qu'il y a toujours un décalage par rapport aux autres qui sont plus décomplexés, qui s'en fichent, et j'arrive pas à être détendue quand je mange. Oui, et en plus, visiblement, d'abord vous nous dites que vous êtes plutôt une jolie femme, donc il n'y a pas de problème il ne devrait pas y avoir de problème avec votre image. Mais aujourd'hui, vous avez un poids correct, vous êtes un peu en surpoids, ou qu'est-ce que vous diriez? Non, je dois avoir 2-3 kilos de trop, mais non, ça va. 2-3 kilos de trop, ça veut rien dire, hein. Vous êtes peut-être juste ronde, un petit peu plus que... Et c'est plutôt... Enfin, je veux dire, c'est pas ce qu'on peut appeler des kilos émotionnels. Donc là, c'est vraiment votre rapport au repas qui pose problème, si j'entends bien. Hein, c'est ça, c'est que vous n'êtes jamais dans le plaisir de manger, vous êtes toujours dans la culpabilité de manger. C'est ça. Est-ce que les repas de famille étaient pénibles avec vos parents, enfin avant que vous soyez en pension, bien sûr, mais... Oui, parce que il y avait aussi l'injonction de beaucoup manger. Alors c'était un truc de fou, parce que j'avais une grand-mère qui avait vécu la guerre et tout ça, et donc les privations, et donc c'était très important pour être à bonne santé de beaucoup manger. Donc il y avait cette injonction aussi. Et en parallèle, c'est quand on prenait du poids, on était catalogués comme grosse, comme une grosse jument, ou voilà, on avait toujours des... Et votre mère, c'était la mère de votre mère, là, cette grand-mère? Non, de mon père. De votre père, d'accord. Et votre mère, c'était quoi son poids? Alors ma mère, elle mangeait tout le temps, elle a toujours eu des problèmes de poids. Elle mangeait tout le temps. À longueur de journée. Donc elle avait tendance à être un peu trop grosse. Ah oui.
D'accord. Donc quand elle vous voit un peu plus grosse, ça leur renvoie peut-être à sa culpabilité à elle. Oui, c'est pour ça, oui. Elle m'a même dit un Moi, je jour, pense que ça serait intéressant, Nathalie, que vous arriviez à mieux analyser le rapport de vos parents aux questions de poids. Parce qu'on voit que la mère de votre père a quand même une autorité par rapport au couple parental. Et certainement que ça a dû jouer dans la relation entre vos parents. Ah, oui. Il me semble qu'il y a quelque chose qui peut vous éclairer par rapport à ça. C'est tout à fait ça, vous avez tout à fait raison. C'était exactement ce mode de fonctionnement. Et vous étiez coincé, quoi. Avec ce double lien, mange pas, mange pas, la haine de soi que votre mère avait vis-à-vis d'elle, peut-être qu'elle haïssait aussi sa belle-mère. Bref, vous étiez au milieu de ces conflits, donc c'est tout ça qui remonte à chaque fois que vous êtes à table. Hein. Et savoir aussi qui vous a mis en pension. Est-ce que c'est votre père? Est-ce que c'est votre mère? Non, c'était toute père, mère et grand-mère, parce qu'elle faisait partie du comité décisionnel. C'était c'était tout le monde, tous les enfants sont partis en pension pour pouvoir travailler dans un lycée privé à côté. D'accord, donc c'était dans le but que vous puissiez faire de bonnes études. Exactement. Bon, donc c'était plutôt pour vous faire du bien. C'était pas pour vous évincer, si je puis dire. Non. D'accord. Et donc là, vous prenez du poids parce que justement, vous vous sentez un peu rejeté, abandonné. Ça, c'est une blessure qu'on peut entendre aussi, vous voyez? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Donc c'est tout ça que je pense que vous pouvez travailler avec quelqu'un. Ça va vous aider à voir plus clair. Et parce qu'en fait, souvent la culpabilité, elle se nourrit de quelque chose qui n'a pas beaucoup de sens en fait, mais qui nous donne l'impression qu'on reprend poids, si je puis dire, dans sa vie. D'accord. Donc là, vous voyez, en comprenant mieux ce qui s'est joué entre cette grand-mère qui semble quand même être la toute-puissante dans la famille, la relation à votre père, à votre mère, tout ça, ça peut vous aider. D'accord. C'est vrai qu'on sent beaucoup de chagrin d'enfance dans votre histoire. C'est très touchant, c'est même éprouvant. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez plus accès au bonheur, à l'affection des autres vous parlez de dénigrement parental. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vous disent des choses gentilles? Ah oui. De toute façon, je me suis éloignée de la famille. Bien sûr. Qui suis le plus loin. Mais oui, j'ai complètement... il m'a fallu beaucoup de temps, mais aujourd'hui, même au niveau professionnel, ça va j'ai bien. Enfin une reconnaissance aussi. Oui. Donc, non, j'ai essayé de sublimer ça, mais non, c'est un deuil de ne pas avoir reçu une attitude bienveillante et gentille des parents. Mais ça, malheureusement, vous ne le réparerez pas, mais vous pouvez réparer la petite fille qui est en vous et faire la paix avec elle. Ah oui, d'accord, vous avez raison. Et ça, c'est vraiment important, vous verrez, ça vous fera du bien. Bon, merci beaucoup. C'est nous, Nathalie, merci de votre témoignage. Au revoir, Nathalie. On va faire une petite pause, on se retrouve dans un instant. 0826 300 300. On voit derrière tout ça les souffrances. Les souffrances. Oui, mais c'est ce qui importe. C'est vrai qu'on se fixe sur manger, pas manger, régime, alors qu'en fait, il faut aller à la recherche de ces souffrances et les mettre à la poubelle si on peut. Bien sûr. Une petite pause, on se retrouve tout de suite. Sud Radio. C'est avec Stéphane Clerget que nous évoquons notre poids de forme et nos formes qui sont souvent un peu plus envahissantes qu'on ne le voudrait. C'est ce qu'on entend en tout cas très souvent, Stéphane Clerget. Et c'est Léa maintenant qui va témoigner. Bonjour Léa, merci d'être avec nous. Bonjour à Stéphane, bonjour Léa. Alors, de mon côté, je voulais témoigner d'une situation passée, mais quand même qui est assez... qui image un petit peu le thème d'aujourd'hui. J'étais dans une relation qui fonctionnait pas très bien à un moment donné et je me suis retrouvée peut-être à perdre une estime ou en tout cas à avoir des valeurs profondes de mon existence qui ne pouvaient plus se manifester. Et je constatais qu'en fait j'avais un poids qui était joli pour l'extérieur mais qui était un peu mince et je ne pouvais pas bouger de ce poids. C'est-à-dire que pendant une longue période, je crois que ça a duré un peu plus de 2 ans, je ne pouvais pas prendre 1 gramme, quoi que je fasse.
Et bon, suite à cette période un petit peu délicate, je prends un petit congé d'une semaine chez une amie. Et là, je constate qu'en fait, sur mon poids, la physiologie change. Donc, je prends pas un énorme poids en une semaine, mais là, il y a un déclenchement qui se passe, qui met en évidence qu'en fait, c'était pas un problème de poids, c'était un problème de bien-être. Et ça m'a amené à changer de situation de vie. Et suite à ça, je change de région, je quitte cette relation et je me retrouve très vite, sur une période très courte, à prendre 5 kilos par exemple en une semaine, en changeant de région. Mais cette fois-ci, au lieu d'avoir cette existence profonde qui ne puisse pas se manifester, là c'était plutôt le poids émotionnel, familial de la situation et des difficultés que je portais sur le corps. Et puis après, effectivement, les choses se sont passées et j'ai repris un poids tout à fait normal, on va dire une physiologie qui n'avait plus d'influence par rapport à l'émotionnel. Voilà. Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, donc vous n'arrivez pas à prendre du poids, mais c'est en changeant, si je puis dire, même de lieu, carrément, oui, que à ce moment-là, vous prenez un peu plus de poids, peut-être un peu plus que vous n'auriez voulu, mais en tout cas, comme s'il y avait quelque chose qui s'est ouvert et qui vous permet enfin de profiter de ce que vous mangez. Oui, c'était ça, c'était vraiment, en fait, j'ai l'image d'une peau de chagrin. À l'époque, je me suis dit, mais ça y est, je suis en train de rétrécir comme une peau de chagrin. C'était pas qu'un problème de couple ou de relation, c'était vraiment que dans cet espace-là, je n'avais plus de moyens, quoi que je fasse, d'exister d'une certaine façon dans ce que j'étais au plus profond de moi. Et ça se caractérisait sur le poids, ou quoi que je fasse, ça ne fonctionnait pas. Et en quittant cette situation, même si la situation d'après n'était pas forcément joyeuse et ultra agréable, il n'empêche que, comme vous dites, j'ai pris un certain poids et je pouvais, mais c'était comme si l'arrêt du poids, c'était un arrêt de vie entre guillemets. Et là, en reprenant du poids, même si c'était de l'embonpoint, ça montrait une mise en œuvre et une mise en marche de la vie qui recommençait en fait. Voilà. Symboliquement, on pourrait presque dire que quand vous pouvez enfin reprendre votre place, vous pouvez prendre l'espace grâce à une forme et un poids qui vous correspond. Tout à fait. Alors, ce qui est intéressant dans votre témoignage, c'est que d'abord, vous rappelez que les kilos émotionnels, c'est pas toujours des prises de poids, ça peut être des pertes de poids. Et puis, cette notion comme ça d'environnement. Et c'est vrai que c'est fondamental, l'environnement. C'est pas uniquement ce qu'on mange ou ce qu'on mange pas, c'est où on est. Parce que l'environnement joue énormément sur nous. On est des êtres vivants, en interaction avec les autres, mais aussi avec la nature, avec l'environnement. Et moi, je vois ça au travail, par exemple. Les gens qui prennent du poids pour du stress professionnel, parfois, il suffit de changer de lieu de travail pour que ça aille beaucoup mieux. L'environnement, ça peut être son couple. Parfois, c'est des remises en question dans son couple qu'il faut faire. Ça peut être sa famille. Parfois, il faut quitter sa famille, son lieu de vie. Il y a vraiment des endroits qui nous correspondent et d'autres qui ne correspondent pas. Alors, je sais que c'est pas toujours facile de casser l'environnement, de changer d'environnement, mais parfois, c'est la seule solution pour vraiment changer de morphologie, parce que on change d'identité quand on change d'environnement. Et c'est pas une fuite simplement. Non, c'est vraiment être dans le lieu avec les gens autour de nous qui nous conviennent. C'est ça. C'est un espace, enfin, je dirais que par expérience avec le recul et sur d'autres témoignages, notamment de proches qui ont de l'embonpoint et qui ont du mal à trouver leur juste place, c'est pas forcément lié à ce qu'on mange, mais c'est simplement, comme vous dites très bien, cet environnement qui peut vraiment directement influer sur notre bien-être et sur la capacité de trouver son espace. Et là, en fait, on n'est pas tous égaux, on n'a pas tous besoin du même espace, mais il y en a un dans lequel on va avoir un équilibre qui est possible, et d'autres où cet équilibre peut ne pas se faire et va se manifester soit en perdant du poids, ou en prenant, ou en ayant des compulsions alimentaires, ou autres d'ailleurs. Et ça, vous l'avez analysé visiblement très très bien aujourd'hui, Léa, mais oui. Vous l'aviez analysé dès que vous vous êtes retrouvée avec votre amie Alors non, en fait, quand je suis pris une semaine, ça n'allait vraiment pas, j'étais très fatiguée, je faisais une thérapie à l'époque, mais je n'y trouvais pas gain de cause, et je comprenais pas. C'est vraiment en prenant une semaine de vacances, où là, un de mes parents vient de me chercher à la gare et me dit « Oh,
toute calme, toute sereine. Enfin, il y avait quelque chose qui était différent. Si ce n'est que j'ai pu voir après coup, vraiment, que j'avais cet espace où j'existais telle que je suis. Et là, du coup, il n'y avait ni prise de discussion, ni effet sur ma vie. J'avais juste pris une semaine de vacances avec quelqu'un qui était sans jugement. Et là, ça m'a permis de prendre conscience qu'il y avait un impact dans l'environnement dans lequel je me trouvais qui était vraiment colossal. Et quand j'ai pris du poids en arrivant, en changeant de région, cette prise de poids était plutôt une prise de poids des liens de famille, des choses qui étaient lourdes, qui me demandaient de gérer aussi une nouvelle situation pour pouvoir retrouver pas une nouvelle identité, mais un nouvel espace et me prendre conscience d'un certain nettoyage familial, émotionnel et de me reconstruire par la suite. Oui, ça donne du recul. Alors, c'est pas parce qu'on change d'endroit qu'on change dans sa tête, mais en tout cas, ça peut aider le changement dans sa tête que de changer d'endroit. Moi, j'ai vu ça à l'occasion du confinement. J'ai un certain nombre de patients qui ont déménagé, qui ont quitté Paris où je travaille, et donc certains qui avaient des kilos émotionnels et qui se sont retrouvés dans un autre environnement, qui ont changé de travail, et dont certains ont effectivement subitement perdu du poids et qui étaient les premiers surpris, parce que c'était pas l'objectif premier. C'est ça. Donc en fait, on s'en aperçoit par défaut. On se dit, tiens, ça fonctionne comme ça. Et je me souviens d'une photo où je vois, j'avais pris 5 kilos une semaine. Et après, quand les choses, avec le recul, on voit qu'on va bien dans la relation, les choses après s'atténuent. Et on trouve un certain équilibre où le corps, du coup, il fonctionne bien. Parce qu'on trouve son espace. Et ça, je pense que c'est à chacun de trouver sa couleur, son espace, qu'il soit grand, petit, mais au moins un endroit où on existe avec des critères à respecter au minimum. Il y a des choses qu'on peut pas toujours paramétrer, mais je crois qu'en fait, si on prend un artiste qui aime dessiner, si on l'empêche de dessiner, ça va pas aller. Oui. Et puis, nos besoins fondamentaux. Voilà, les besoins fondamentaux, je crois qu'on peut pas les renier, et d'une certaine façon, ça influe sur notre poids. Oui, et là, votre témoignage, il montre bien à quel point le corps et l'esprit sont liés, quoi. Et c'est vraiment essentiel de comprendre. Peut-être justement, Stéphane Clerget, que c'est important de le rappeler et que parfois on va trop insister sur le corps alors qu'il faut peut-être passer par l'esprit pour les perdre ou les gagner, ces fameux kilos. Oui, c'est vrai que essayer de faire un régime, etc., c'est juste agir sur le corps, mais le corps, il le vit un peu comme une agression, alors que vous avez raison, il faut s'occuper de son esprit et le corps suivra. Merci beaucoup Léa de ce témoignage qui est assez différent et qui justement éclaire encore mieux le sujet du jour grâce à Stéphane Clerget. À tout de suite pour le Love Conseil, on va parler du portrait chinois, on va tester également un plug et puis on continue bien sûr à évoquer les kilos émotionnels avec vous au 0826 300 300. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors Stéphane Clerget, avant d'aborder le Love Conseil, je voulais juste revenir sur ce livre qui est sorti aux éditions Flammarion du professeur Gabriel Perlemutter, qui peut vous intéresser aussi puisqu'on évoque beaucoup de choses sur la nourriture, sur les régimes aussi, et j'aime bien le sous-titre, pour que manger reste un plaisir et nous fasse du bien. Ça s'appelle Comment protéger son foie pour vivre jusqu'à 100 ans. Voilà, je vous l'offre, Stéphane Clerget. Alors, et on va revenir sur le Love Conseil avant de donner la parole à Nathalie qui a testé ce plug. Alors le portrait chinois, en fait, je trouve que c'est une jolie manière de déclarer son amour à son partenaire ou sa partenaire, c'est d'offrir un petit portrait chinois. Alors je rappelle le principe, si vous étiez une fleur, Stéphane Clerget, vous seriez un nénuphar. Si vous étiez un animal, vous seriez un chat. Si vous étiez une couleur, vous seriez bleu marine. Enfin voilà. Mais bref, c'est une jolie façon comme ça, je trouve, et c'est intéressant parce que ça vous oblige à réfléchir un peu sur qui est votre partenaire. Et si vous découvrez que si c'était une fleur, ce serait un cactus. Si vous découvrez que si c'était un animal, ce serait un serpent. Il est peut-être temps de rompre. Non, au contraire. Ou alors vous êtes très maso, d'accord. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, en tout cas, c'est bien effectivement de faire ce travail sur le symbolisme, parce que c'est important, vous avez raison, de s'interroger sur qui est l'autre.
finalement, parfois, il y a des gens qui, au bout de 10 ans, disent « Ah, mais je connaissais pas ma femme, je connaissais pas mon mari, ou alors c'est devenu un étranger. » Mais est-ce que vous le connaissiez vraiment? Est-ce que vraiment vous avez pris la peine de le connaître? Vous savez bien qu'on a des lunettes roses quand on est amoureux. Oui. Et à un moment donné, il y a les lunettes qui tombent. Il faut voir la réalité un peu, mais c'est bien des fois de la voir avant. Voilà, donc c'est un petit jeu comme ça que je vous propose aujourd'hui en Love Conseil. Nathalie, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Stéphane. Bonjour. Alors vous avez reçu ce joli plug, moi je le trouve vraiment joli. Exactement. Il s'appelle Plug Anal Connecté Rotator Plug. Voilà. Rotator. Oui. Rotator, c'est vrai qu'il tourne, c'est pour ça. Oui. Et c'est de la marque Satisfyer qu'on retrouve évidemment sur l'enseigne ruedesplaisirs.com. Alors déjà, je vous laisse le décrire Nathalie. Alors déjà, c'est vrai qu'on le reçoit dans une boîte qui a un petit design assez sympa, des couleurs de filles. Un petit peu rose, un petit peu vert. Et cette boîte s'ouvre un petit peu comme un livre, puisque effectivement, elle est en plusieurs parties. Et une fois qu'on l'ouvre, effectivement, on voit notre plug anal dans sa petite couverture transparente. Et donc, effectivement, il a un design très très sympathique. Il est très joli, je trouve qu'il est assez classieux. Et donc, il se recharge avec un fil USB. Absolument, ça c'est pratiquement toujours le cas maintenant avec tous les jouets. Avec des petits, alors vous voyez, il y a des petites encoches en fait c'est aimanté, c'est un petit raccord aimanté, ce qui fait qu'en fait voilà, ça reste quelque chose de très discret. Et puis il a une autonomie qui est quand même assez longue. Donc je trouve ça que c'est quand même pas mal, parce qu'il y a souvent des fois des jouets qui s'épuisent assez vite. Ah bah oui, si ça tombe en panne au bon moment, c'est un peu embêtant. C'est toujours un petit peu embêtant. Donc celui-ci se recharge assez vite et il a une autonomie qui peut durer sur plusieurs jours. Donc je trouve que ça c'est quand même assez intéressant. Après il a une taille. Vous voulez dire qu'on peut le garder plusieurs jours? Non, peut-être pas, Nathalie. Alors peut-être pas. Non. On peut jouer avec plusieurs jours de suite en éteignant entre temps. Vous me rassurez. En faisant. En le gardant branché en tout cas. Voilà. Exactement. Ensuite, il a une taille, moi je trouve, qui est vachement, qui est assez correcte par rapport à des plugs qui sont quand même des fois plus petits. Et quand on aime le plaisir anal, des fois les tout petits ne sont pas assez satisfaisants. Ah bah bien sûr, oui. Voilà. Donc oui. Celui-ci, je trouve qu'il a vraiment une taille complètement parfaite. En plus, pour l'introduire, il est assez fin au départ, donc c'est ça qui est important aussi. Oui, mais la forme est franchement très design, la matière est formidable. Oui, tout à fait. Bon, bien sûr, à mettre avec un préservatif, pour une question de facilité. Et alors, le mieux, c'est de trouver effectivement un préservatif assez petit. C'est étrange, mais pour une fois, je dis qu'il faut prendre des préservatifs petits, parce qu'effectivement, si on les met dans des préservatifs classiques, on a l'impression que vous savez que c'est un petit peu dans une poche, donc c'est peut-être pas toujours très élégant. Mais voilà. Si mais on n'est pas forcément obligé de mettre un préservatif. Si. Après, sur cette matière-là, je trouve que c'est. Moi, j'aime pas trop. Moi, je préfère mettre un préservatif sur ces matières-là, parce que bon, ça me dérange un petit peu. Là où je ne mettrai pas de préservatif, ce sont vraiment sur les. Par sécurité, bon. Sinon, on peut utiliser, si on utilise du lubrifiant, je pense que du lubrifiant aussi. Après, voilà, moi c'est vrai que par rapport à la matière, c'est une matière qui me gêne un peu, mais bon, après ça c'est propre à chacun. Ensuite, il a effectivement un petit bouton de marche arrêt, comme puisqu'il est connecté, il marche tout seul, et il y a plusieurs vitesses. Rien qu'en lui-même, il a à peu près une douzaine de vitesses et il y a des variations différentes au niveau des vibrations. Ah bah il y a de quoi s'occuper, en effet. Alors là, c'est extraordinaire. En effet, je comprends qu'il faut 3 jours. Ah ouais, au moins. Donc effectivement, en l'utilisant seul comme plug, juste avec ce petit bouton où il y a des variations de tourniquet, on va dire, parce qu'effectivement il est rotatif sur une partie et puis vibrant sur la fin. Donc déjà à lui-même, il se suffit largement. Et ensuite, effectivement, il y a une application, puisqu'il est connecté, donc il suffit de télécharger sur son portable l'application Satisfy. Et à l'intérieur de cette application, on a encore d'autres options pour pouvoir jouer avec le plug, mais par contre avec un téléphone à la main. Donc bon. Après voilà. Oui, mais ça peut être le partenaire à ce moment-là qui s'amuse avec le téléphone et qui. À deux, oui, c'est sympa. Oui,
moi je préférerais que le partenaire s'occupe de moi plutôt qu'avec son téléphone, mais ça je pense que c'est une étape supplémentaire qu'il faut franchir quand on a l'habitude de jouer avec un partenaire et avec des jouets où on est vraiment en connivence et en complicité dans l'acte. Là, il y a un portable en plus. Donc des fois ça peut être un petit peu dérangeant, surtout quand on est un petit peu novice au départ et qu'on touche un petit peu à tous les boutons. Donc voilà. Il y a une BD qui s'appelle Déclic. Voilà. Après, il y a effectivement dans cette application des choses qui sont très intéressantes parce que vous avez donc de la lecture programmée qui est déjà dans l'application où c'est différentes sortes, on va dire, de vagues au niveau de la vibration. Il y a aussi l'option son d'ambiance, c'est-à-dire que vous laissez le plug allumé et puis l'ambiance qu'il y a autour fait en fait la vibration du plug. D'accord, c'est-à-dire que si vous écoutez du Wagner ou du Chopin, ça ne sera pas les mêmes vibrations. Exactement. Et nous avons effectivement une option son d'ambiance. Donc le son d'ambiance, c'est effectivement ce qui se passe autour de nous, mais il y a aussi l'ambiance musicale. Donc en fait, dans l'application, il y a déjà de la musique qui est déjà intégrée, mais après on peut se faire sa propre playlist. Et en fait, suivant la musique qu'on met, effectivement, le plug fonctionne avec la musique qu'on met. Eh ben dites donc. Et est-ce que ça il y a relaxe ? également, voilà. Et il y a également aussi une option qui est très intéressante aussi qui s'appelle Histoire, où en fait effectivement il y a dans l'application il y a également des histoires qui sont déjà programmées, où ce sont des petites histoires érotiques. Et donc c'est des histoires érotiques aussi bien pour les hétéros que pour les bi, que pour les gays, que voilà, il y a vraiment des histoires romantiques, un petit peu plus hard. Ce sont des petites histoires qui durent à peu près 10 minutes et le plug vibre au son de l'histoire. C'est plus que 3 jours qu'il faut pour aller tester tout ça, Nathalie. Mais attendez, on peut aller encore beaucoup plus loin puisqu'effectivement on peut jouer avec ce plug aussi à distance. Par Internet, c'est-à-dire que notre partenaire rentre, il faut bien sûr se créer un compte et via Internet, effectivement, il peut manipuler le plug. Bien sûr, il ne faut pas être très loin aussi de la source. Il y a une communauté aussi avec laquelle on peut partager effectivement, parce qu'on peut se créer nos propres listes de musique, on peut se créer nos propres mouvements. Donc c'est la communauté du plug. Exactement. Donc voilà, il est très très. Alors c'est assez étrange parce qu'effectivement on ne s'imagine pas aller aussi loin avec des jouets et donc là avec cette application. Oui, mais ça va de plus en plus loin. Moi, là, franchement, je suis étonnée parce que c'est vivement Noël. Il faut être un peu informaticien là pour pouvoir utiliser. Alors ça prend un petit peu de temps. C'est vrai que alors moi je m'en suis occupée déjà au départ toute seule pour voir comment ça fonctionnait. Et effectivement après quand on a un partenaire, si c'est pas trop, il peut arrêter le plug, le remettre en route. Voilà, c'est toujours un petit peu compliqué, mais je pense qu'effectivement après si on maîtrise bien l'application qui est intégrée avec ce plug, je pense qu'on peut effectivement se faire des choses très intéressantes. Je l'imagine. Et alors Stéphane Clerget vous a posé une question, mais vous étiez tellement passionné. Oui. J'ai bien compris que c'est à vocation de fournir du plaisir, mais est-ce que c'est quelque chose qui relaxe ? Est-ce qu'après une journée de travail, à la place de prendre une pizza pour se relaxer, on peut prendre un plug ? Est-ce que ça peut agir sur l'équilibre émotionnel ? Sur l'équilibre je pense que oui. Mais comme l'acte sexuel en lui-même, je pense que moi je préférais faire une bonne partie de jambes en l'air que de manger une pizza. Mais voilà, je pense que ça peut être un très bon palliatif. On devrait mettre ça d'ailleurs dans les livres de régime peut-être. Oui. Non mais c'est vrai que faire l'amour détend et ça compense, ça évite de manger. Ça compense énormément, ça compense énormément. On sait bien que des fois lorsque l'on est très stressé, quand on a un partenaire, et un petit plug. Si on n'a pas de partenaire, c'est pas plus mal. Mais oui, parce que celui-ci est très bien, même si on rentre pas dans les applications, je pense qu'en lui-même, avec toutes les vibrations qu'il a... c'est pas que dans les applications qu'il faut le rentrer. Non, bien entendu, il a sa place. Et non, franchement, moi je suis très satisfaite. Je pensais être un petit peu déçue et en fait, non, très très satisfaite de ce produit. On l'entend en tout cas, Nathalie. Oui. Et puis je vous donne 10 sur 10 pour vos explications. Merci Brigitte. Et vous me donnez sa note maintenant. Écoutez, je pense que je vais lui mettre un bon 9. Oui, je pense. Un bon 9. Bien mérité. Bien mérité parce que je pense que pour avoir le 10, il faut vraiment bien se familiariser avec l'application Internet. Mais sinon, non, il mérite bien son 9.
Bon, et 9 sur 10 pour ce plug anal connecté Rotator Plug de la marque Satisfyer de l'enseigne ruedesplaisirs.com. Si vous voulez aller le voir ou vous le procurer, vous allez sur ruedesplaisirs.com. Merci beaucoup Nathalie. Merci. Mais je vous en prie, merci beaucoup Brigitte. On continue avec Sophie qui est avec nous. Bonjour Sophie. Oui, bonjour Brigitte. Bonjour Monsieur Clerget. Bonjour Sophie. Alors, oui, vous aussi, vous allez nous parler des kilos émotionnels, mais un petit peu dans l'autre sens, je crois. Oui, tout à fait. Moi, en fait, je sors à peine. Je suis en pleine séparation, mais depuis maintenant plus de 2 ans. Donc, ça me parle énormément. Enfin, il y a beaucoup de sujets qui me parlent chaque jour, d'ailleurs. Et donc, en ce qui me concerne, effectivement, je suis déjà je suis pas très grande. Hein, je suis un petit gabarit. Bon, j'ai jamais été grasse. Je suis passée par la périménopause. J'avais pris quelques petits kilos. Mais là, en l'espace de 2 ans, j'ai vraiment décollé. Alors, j'ai pas perdu 7 kilos ou je ne sais plus. C'est ce que avait expliqué Monsieur Clerget en début d'émission par rapport à une patiente qui a vu ce matin. Mais je veux dire, ça s'est vu puisque j'ai eu des remarques, on m'a dit mais qu'est-ce qui se passe, voilà. Donc on a pensé que j'étais malade aussi puisque je me suis un peu creusée. Évidemment, il y a un âge où il faut pas trop perdre. Enfin, les fesses c'est une chose, les seins, mais après il y a le visage aussi qui se creuse. Bon, moi ça a été mon cas et puis plein d'autres sujets j'ai envie de dire, mais ça, donc par rapport à l'émotion, oui, je sais d'où ça vient. Il y a pas de alors souci, que vous mangez la même chose, hein, on est bien d'accord. Alors je mange la même chose. Je veux dire, je vais être très franche, au bout de 30 ans de mariage et de 30 ans de présence avec la même personne, déjà c'est une sidération quand ça s'arrête. Moi j'ai su, ça c'était, il est parti en octobre 2020, s'en est suivi les confinements, s'en est suivi j'ai vraiment vécu la bestialité, la triple peine, puisque j'ai vécu contre toute attente. J'imaginais pas ça. J'ai des enfants largement adultes. J'ai mes propres enfants qui en fait actuellement sont soit sous emprise, j'ose le dire, je pense, et qui ou alors vu sous un autre jour ont pris de la distance physique, mais en tout point, de la distance quelle qu'elle soit, et qui refusent toute communication avec moi depuis un certain temps. J'ai mes parents qui ont vieilli, mon père qui va être placé. Alors il y a toujours pire, hein. Donc justement ma santé j'y tiens, j'essaie de m'y atteler, mais c'est très compliqué. Donc l'ancrage, tout ça je connais, hein. Je me suis fait aider parce que j'ai été accompagnée un petit peu au niveau psy, mais très honnêtement je dois vous dire, quand les choses ne bougent pas de l'autre côté, on ne peut agir que sur soi-même mais pas sur les autres. Bien Donc sûr. j'ai entendu même de la part d'une psychiatre qui m'a dit, parce que les médicaments j'ai accepté certains par rapport à l'angoisse, que dire, hein. Donc je connaissais, mais la blessure d'abandon et de rejet étant totale, si vous voulez, j'ai pas de frères et sœurs, donc à un moment j'ai des amis, heureusement pour moi, mais au moment où ça s'est passé, s'en est suivi, il y a eu les confinements et autres. Donc, si vous voulez, j'avais plus d'activité associative, ce qui était ma façon. Oui, le confinement a certainement joué énormément parce que tout d'un coup, vous êtes seul face à vous-même, quoi. Tout à fait. Et j'ai perdu aussi un animal, juste avant. Donc, si vous voulez, le chien, le départ du dernier qui était déjà un adulte, le départ de monsieur en 9 mois, c'est déjà 3 formes de deuil, 3 styles de deuil. Et donc, bon, j'ai rebondi comme j'ai pu. Mais ça a été... et donc, finalement, je dois dire qu'il y a d'autres techniques, comme effectivement, j'ai rencontré une hypnothérapeute assez extraordinaire qui m'a donné d'autres techniques, outre l'hypnose, bien sûr, ou l'auto-hypnose, l'ancrage et autres, ou la PNL, qui sont finalement des choses qui... Alors, se faire plaisir, très important. Alors, il y a des choses qui me parlent, comme la danse. Je pense à Lucie Vincent, qui a intervenu plusieurs fois sur votre antenne. Oui, bon, je suis aussi du théâtre amateur depuis très très longtemps, donc ça me permet vraiment d'exister et de me faire plaisir et de ne plus penser parce que le cerveau est sur autre chose. Et la danse, je vais vraiment dans ce sens-là parce que là, le cerveau débranche totalement. Il y a un moment où les corps parlent et en fait, ça apporte énormément. Mais ça ne m'a pas empêché, effectivement, de maigrir. Bon, je ne suis pas rachitique, mais c'est vrai que j'ai atteint, faudrait pas que je perde davantage parce qu'il y a un moment où je mange, il faut répondre à votre question, pardon Brigitte, je mange quand même pas comme avant parce que c'est vrai que j'ai eu l'habitude, j'ai été mère au foyer, donc c'est pendant très longtemps, on a eu un chien, et ça a fait un peu 5-4-3-2-1, vous voyez, et maintenant j'ai 2 minettes à la maison, mais ça n'a rien à voir, j'ai une vie qui, les premiers temps c'était ça, quand je faisais mes courses, j'étais comme dans ça a l'air idiot si vous voulez, mais je me retrouvais dans des enseignes bien connues et je me disais mais qu'est-ce que je fous là, vous voyez, c'est un peu, c'est fou comme, de toute façon on peut pas imaginer, je veux dire, j'ose le dire. Après il y a des maladies, moi il y a plein d'autres gens, je suis entourée de gens qui me racontent chacun à son lot, si je puis dire. Mais c'est vertigineux, c'est vertigineux. Oui, mais Sophie, encore une fois, bien sûr qu'il y a toujours pire, mais ce qu'on traverse soi-même, c'est ce qu'on traverse et je crois
crois qu'il faut prendre en compte, en effet, votre souffrance, tout ce que vous traversez, qui est douloureux, bien sûr. Oui, c'est horrible ce que vous avez vécu. Vous avez tout perdu, si j'ai bien compris. Enfin, oui, c'est. Alors, quand même, mari, enfants, en fait, parents, chiens. Enfin, vous avez tout perdu. 2 ans, oui. Ça, il y a des gens qui seraient fabriqués un cancer, hein, ou pire. Donc, d'une certaine manière, vous avez été résistante, c'est-à-dire qu'effectivement, vous êtes retrouvée à nu, donc la peau sur les os, mais vivante. Et du coup, maintenant, ça va être un nouveau départ, vraiment une nouvelle vie. Il va falloir tout reconstruire, des nouvelles relations, des nouveaux plaisirs. Je pense qu'il faut le vivre comme ça, parce que sinon c'est pas possible. Il faut considérer que c'est une nouvelle vie qui s'offre à vous. Vous n'êtes pas morte, vous allez revivre et tout reconstruire. Il faut être évidemment courageuse. Hein, mais vous verrez, quand vous aurez tout reconstruit, les enfants reviendront. Ça, je vous le promets. Ils vont venir parce que vous allez être à nouveau un pôle d'attraction. Oui, c'est ce que mon hypnothérapeute me l'a expliqué, même la psychologue qui m'avait suivi en 2021 avait tout de suite saisi que, si vous voulez, au-delà de que c'était un tsunami familial, et comme la famille est réduite, elle m'avait dit tout de suite, elle a dit là, il se passe bien notre... Bah oui, c'est-à-dire que mon ex, enfin mon futur, car aujourd'hui d'ailleurs c'est ma dernière audience, hein, voilà, donc j'espère que nous allons conclure, mais dans ce sens, parce que même si c'est pas moi qui ai souhaité ce divorce, il est temps, parce que il y a eu beaucoup de déchirements, et puis tout se passe dans un mouchoir de poche, et ça c'est extrêmement malsain, donc ça devient très malsain. Voilà, je vais pas rentrer dans des détails. Non, mais c'est fini, c'est derrière vous maintenant, c'est la renaissance. Vous êtes redevenu un bébé avec un petit corps de bébé, vous allez regrandir, c'est une renaissance qui va s'offrir à vous. Alléluia. Merci beaucoup pour votre soutien. Merci à vous, Sophie. Merci en tout cas, Brigitte. Merci beaucoup. Merci. Et encore bravo pour vos émissions qui nous font chaque jour du bien, et on apprend chaque jour des choses. C'est ça qui est extraordinaire. Mais moi aussi, j'apprends grâce à vous et grâce à mes invités, évidemment. On avance tous ensemble et on se tient à la main. Bon courage, Sophie. Merci beaucoup, Brigitte. Merci à vous. Une petite pause et on va conclure, bien sûr, sur cette émission, cette belle émission que nous faisons tous ensemble, évidemment. Réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Stéphane Clerget est avec nous, on parle des kilos émotionnels. Je rappelle que ce livre existe en poche aux éditions Albin Michel, donc n'hésitez pas. Et puis, grâce à vous, Stéphane Clerget, tout le monde va se peser ce soir. Va peser son âme, pas seulement son corps. Et ses kilos émotionnels sont... Et oui. Et on va conclure avec Sandrine. Et oui, Sandrine, vous êtes une femme avec beaucoup d'émotions, évidemment. Bonjour Sandrine. Oui, bonjour. Bonjour Stéphane Clerget, bonjour Brigitte. Oui, alors de l'émotion, oui, j'en ai. Comme j'explique, j'ai sur mon aspect de taureau ascendant lion, j'ai un cœur d'artichaut. Et alors, c'est là où j'ai beaucoup d'émotions, et c'est pour ça qu'après, derrière, il y a beaucoup de kilos qui s'y mettent. Oui, je suis une personne, de corpulence, j'ai toujours été plus ou moins costaud, et moi, c'est beaucoup dans l'émotionnel, l'affectif. Dès que ça va plus, je vais manger, ou je vais angoisser, et les angoisses font que je prends du poids. Et mes angoisses sont arrivées, après mes accouchements, parce que comme je suis une personne qui est sur du terrain, qui travaille beaucoup, chef d'entreprise, puis après puis je voulais à un moment donné, comme j'explique souvent, tout gérer, être une bonne maman, être une bonne chef d'entreprise, et puis surtout après être une bonne épouse aussi, et après, des fois, on n'y arrive plus, et puis on se met à manger, et après on comprend pas, et puis après on prend du poids, et puis après on essaye 50 000 régimes, puis on s'aperçoit qu'on n'est pas faite pour faire. Moi, je suis pas du tout. Et puis un jour, on en a marre, et puis on se dit ça suffit. Et essaye à un moment donné de respirer et de vivre pour toi, et ça va déjà, tu vas commencer un petit peu à dégonfler. Bon. J'arrive à un âge où c'est compliqué de dégonfler parce que j'arrive à l'après-ménopause, mais je dégonfle, comme on dit, mon âme. Voilà. Peut-être, dans votre témoignage, moi, ça me rappelle toujours ce terme, c'est que si on accepte déjà quelque chose qui est là, ça va mieux, quoi. Tout à fait. Alors moi, j'accepte déjà mieux mon physique.
D'ailleurs, parce que je fais partie des femmes qui ont toujours eu ce poids. Déjà, quand on est jeune, d'avoir ce poids-là sur... souvent, voilà, c'était des moqueries. Et en fait, les moqueries font qu'à un moment donné, on bloque. Et c'est vrai qu'on a ce gros problème, c'est que les personnes qui ont une nature assez costaud, plus ou moins, qui sont rondes, tout simplement. Rondes, oui, parce que j'étais pas dans l'obésité, mais à un moment donné, après mes accouchements, j'ai grossi moi après mes accouchements. Hein. J'ai pas grossi forcément quand j'étais enceinte, mais après mes accouchements, par le stress. Je pense qu'à un moment donné, voilà, j'ai toujours le regard de mon père qui me regardait, m'avait pas vu après le mois qui était affolé en disant mais je reconnais plus ma fille. Sur le coup, donc il m'a fait l'effet miroir. Mais c'est surtout voilà, j'étais toujours ronde et c'est vrai que c'est très pénible. Moi, j'ai vécu ça. C'était horrible parce que c'était donc tout le collège, voilà, ou la grosse, ou voilà, ou tu es ouais, t'es potelée, t'es grosse, bon c'est dommage ou alors mieux, c'est à un moment donné quand j'ai fait de la danse, on m'a dit oh là là, franchement tu es une jolie fille, mais franchement tu seras encore plus jolie si t'avais 10 kilos en moins, voilà. Mais je serais trop jolie si j'avais 10 kilos en moins, voilà. Et ça, alors, pareil aussi où. Mais c'est vrai, Stéphane Clerget, c'est terrible, hein. C'est terrible. Ce qu'on peut entendre quand on est ado. Oui, oui. Et après, on fait un peu de l'anorexie, mais c'est pas forcément de l'anorexie. J'ai eu un passage comme ça quand j'étais au lycée, où j'étais très contente parce que je me suis dit, oh là, j'arrive à rentrer dans mon 36. Sauf que le 36, effectivement, j'avais toujours mes hanches qui étaient hanchées larges parce que j'ai un corps d'une femme méditerranéenne, mais voilà que on me regardait pas plus, même au contraire, j'avais des copains. Bon là c'est pas pareil parce qu'on était quand même un âge adulte, jeune adulte. Et là on me disait, là on s'inquiétait là par contre là. Et puis bon jusqu'au jour où j'ai dit j'arrête parce que j'arrivais plus dans mes études parce que c'était au moment où j'étais étudiante. Au bout d'un moment quand tu manges plus, t'arrives plus à te concentrer. Et puis t'arrives plus à étudier, t'arrives plus. Donc après je suis passée à être plus décontractée. J'ai repris du poids, puis après, j'étais bien dans mes kilos, on va dire, rondelette. Mais ce qui est sympathique dans votre témoignage, Sandrine, c'est que malgré tout ce que vous avez traversé avec des prises de poids, des inquiétudes par rapport au poids, vous avez quand même, semble-t-il, bon moral, quoi. Oui. Mais moi, ce que je reproche beaucoup, et je trouve qu'on ne fait pas assez la guerre là-dessus, et ça, je vais le dire d'un coup de colère, je pense à toutes ces fans qui vraiment, j'en ai un peu marre de voir des défilés de mode. Là, j'en ai revu encore. Franchement, pour moi, c'est même pas des mannequins, ça ressemble à rien. C'est des porte-manteaux, Sandrine. Oui, voilà. Ça ne ressemble à rien. C'est même pas des femmes. On sait même pas si c'est des femmes ou si c'est des hommes. Même, je me suis dit, à un moment donné, ils se mettent à l'effet, comme on dit, du monde d'aujourd'hui, puisqu'il faut dire qu'on est une femme, et il faut même pas dire qu'on est un homme. Ça ne ressemble à rien. Et moi, ça me désole parce que, franchement, des grandes marques, je vais pas dire les noms, qui choisissent des femmes comme ça, mais je me dis, mais c'est pas possible. Sandrine, c'est vrai que Sandrine, pas la femme des années 50. C'est vrai que Sandrine a raison. Il y a une sorte de mode à la minceur, voire même à la maigreur. Mais dites-vous que les mannequins femmes, c'est les femmes qui les regardent. Les hommes ne s'intéressent pas du tout. Et quand vous écoutez les ados qui nous citent les belles femmes, ils vont pas citer les mannequins. Hein. Non, de moins en moins d'ailleurs. Oui, il y a eu une petite période. Elles avaient des rondeurs à l'époque. À la fin des années 90, mais aujourd'hui, les mannequins. Non, c'est pas du tout cité par les. Donc c'est vous, les femmes, qui les regardez. Mais je suis pas sûr qu'ils augmentent les ventes avec ces mannequins-là. Hein. Non, et puis ça reste, les défilés, ça reste quelque chose de très spécifique, du quant à soi. Non, franchement, Sandrine, assumez comme vous avez l'air de le faire, c'est très bien terminé par votre témoignage. Continuez de manger des artichauts. Au XVIIIe siècle, on croyait que c'était aphrodisiaque. Et c'était très mal vu d'en acheter du coup. Merci en tout cas Stéphane Clerget, merci à tous. Tout de suite vous retrouvez C'est votre avenir. Demain on sera avec Yves-Alexandre Tallmann. On va essayer de mieux comprendre la différence entre les regrets et les remords.